Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous. C'est l'heure de votre émission Santé Mag. Je suis ravie de vous retrouver. Alors en cette journée mondiale de dons de sang, le 14 juin, nous mettons en lumière un geste d'une générosité inestimable et d'une importance capitale pour la vie. Alors chaque année, des millions de vies sont sauvées grâce à la solidarité des donneurs. Mais les besoins restent constants et la mobilisation est un défi permanent. Comment ce circuit de la vie s'organise-t-il du donneur au receveur? Quelles sont les réalités et les avancées de ce geste vital en Algérie? Ensemble, nous allons aborder le don de sang et comprendre pourquoi chaque goutte compte. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir professeur Nekel Salim. Bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, vous êtes chef de service hématologie et banque de sang au CHU de Bni Messous. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, bienvenue. Avec nous aussi Madame Taleb Yossara, bonsoir. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Alors, je rappelle, vous êtes coordinatrice du don de sang à l'association ACEPA. Exactement. Oui. Merci. Merci. Avec nous aussi docteur Kéry Sofiane, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur de communication Agence nationale de sang, l'ANS. Merci pour cette invitation. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci à vous de venir sensibiliser et parler de l'importance du don de sang. Et justement, pour commencer, professeur Nekel, quel est le rôle du sang dans le corps humain et pourquoi est-il important de donner son sang? Oula, ça va être difficile de dire. L'importance, elle est évidente. Hein. Le sang, c'est ce qui va transporter une chose vitale qui est l'oxygène. Oui. Évidemment, tout le monde le sait, grâce à un constituant qu'on appelle l'hémoglobine. Mais pas que ça, évidemment. Il y a un transport d'autres éléments, que ce soit des électrolytes dont on a besoin, les protéines, enfin les hormones, des tas d'éléments qui sont nécessaires à la vie humaine, et pas qu'humaine d'ailleurs. Hein. Le sang reste un élément primordial. Sans le sang, de toutes les façons, il n'y a pas de vie. Ensuite, pourquoi le don est important? Parce que, je vais dire malheureusement, évidemment, sans qu'il y ait un don, on n'a pas encore de sang synthétique. Malgré les avancées de la science, exactement, on n'arrive toujours pas. Au sens propre du mot, il y a des tentatives ici et là, quelques fragments, mais de manière générale, il n'existe pas. Donc, sans un don de sang des personnes, sang humain, il n'est pas possible d'en avoir et donc de traiter des malades qui en ont besoin. Évidemment, le don de sang reste un geste sans lequel cette terre ne tournerait pas. Je peux vous l'affirmer, et peu importe l'endroit du monde. Très bien. Alors, quelle est la composition du sang? Oui, oui très bien. Le sang est composé de deux parties. Il y a ce qu'on appelle les éléments figurés du sang, qui baignent dans un liquide qu'on appelle le plasma. Ces éléments figurés du sang, il y en a trois principalement. C'est les globules rouges, ceux dont on parle, qui sont la partie la plus importante, c'est en millions d'ailleurs. Il y a les globules blancs, c'est les défenseurs de l'organisme, c'est l'armée si vous voulez, et tous les éléments de sécurité. Et puis il y a les plaquettes qui restent, ces éléments qui vont permettre de réguler l'hémostase pour qu'on ne saigne pas. Il y a d'autres évidemment, de la coagulation des éléments qui existent aussi dans le sang. Et à côté de ça, il y a tous les éléments dont on vient de parler, c'est-à-dire les électrolytes et tout ce qui circule. Le sang permet de charrier tout ce qui n'est pas nécessaire. C'est un élément de transport, évidemment très important. Et son rôle est encore beaucoup plus extraordinaire. Nous avons vu récemment, dans une étude extraordinaire, je crois, je ne sais plus de quel pays, il y avait une autre fonction très particulière, parce que tous ces éléments qui sont dans le sang proviennent d'une usine. Et cette usine se trouve dans les os. On appelle la moelle osseuse. Oui. Et donc, visiblement, cette moelle osseuse, elle a des éléments qu'on appelle les cellules souches qui permettent d'avoir toutes ces cellules. Il semble qu'on pensait que c'était dans certains endroits, mais il y a d'autres organes qui semblent maintenant être impliqués, ce qui va complètement transformer, pour nous les hématologues, je suis hématologue aussi, des traitements et même des traitements vitaux. Là, on parle de vie humaine. Très bien. Alors, pour comprendre justement l'importance du don de sang et pourquoi il est important de donner régulièrement et avoir le maximum de donneurs, quelle est la durée de vie d'un don, d'une poche de sang? Oui, quand on dit un don de sang, on ne parle pas uniquement d'une poche seule, parce qu'il y a plusieurs types de dons.
Mais de manière générale, si on prend ce qu'on appelle une poche de sang totale, elle peut aller jusqu'à 42 jours. À l'intérieur d'une poche de sang, il y a des éléments vitaux à la survie de cette poche, justement. Et en fonction du fractionnement, parce que cette poche va permettre, on en parlera tout à l'heure, de traiter plusieurs personnes. C'est la transfusion moderne. C'est-à-dire qu'on donnera à un malade exactement ce dont il a besoin. Une transfusion de sang total n'a aucun sens. Elle est d'ailleurs prohibée, proscrite et inutile, sauf dans des cas extrêmement rares. Donc, si on doit donner une partie du sang pour une personne qui a besoin de cette partie, par exemple des globules rouges, on ne donnera que des globules rouges. Et donc, une poche qui ne contient que des globules rouges aura une durée de vie un peu inférieure à un sang total. Si c'est les plaquettes, là, elle est vraiment très, très faible, c'est aux alentours de 5 jours. Oui. Par contre, si on prend le plasma, lui, grâce à des techniques de congélation, ça peut aller de 6 mois jusqu'à même 1 an, en fonction de la congélation, moins 30 jusqu'à moins 80. Donc vous voyez que la durée de vie d'une poche est variable. Vous savez, ça reste des péremptions, évidemment, réglementaires, scientifiques. Oui. Mais dans la réalité des choses, si on a de la chance d'avoir du sang qui va durer à... impérissable, on va dire, oui. On a très magnifique. De les voir vivre. Alors, pour mieux comprendre tout ça, nous allons suivre le reportage de notre journaliste Yanis Ait Belkacem, qui s'est rendu au service hémophilie et banque du sang de Bni Messous, justement, où les besoins de sang sont tout le temps sont constants plutôt. Les dons sont constants à ce moment-là. Et on va voir ça avec Yanis Belkacem. Ici, au centre de traitement de l'hémophilie, chaque poche de sang peut faire la différence entre la vie et la mort. Et on a différents patients qui ont besoin d'être transfusés, des fois chaque jour. C'est des malades qui sont transfusés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des hémorragies, donc ils ont besoin de globulaires. C'est des malades qui ont un taux de plaquettes qui est bas. On parle de thrombopénie, donc ils ont besoin de transfusion de plaquettes. Les plaquettes, on a 2 types. On a les plaquettes, les CPS, donc c'est des plaquettes qu'on retire de la poche de sang total. Et on a les plaquettes prélevées par l'acétaphérèse. On va voir tout à l'heure au niveau du centre de prélèvement, au niveau du CTS, avec une machine, on prélève que les plaquettes. Et on a besoin aussi du plasma, le plasma frais congelé. Le plasma, on a besoin du plasma pour les coagulopathies et aussi pour tout ce qui est hémorragie grave, aiguë. À quelques mètres d'ici, nous nous dirigeons vers la banque de sang de l'hôpital. Là, les poches récoltées sont soigneusement analysées, puis séparées selon les besoins. Ici, par exemple, c'est du sang. L'autre côté, c'est du plasma. Et la dernière étape, on fait un mélange pour donner le cap. C'est le culot plaquettaire qui est important pour sauver les gens, surtout les cancéreux, les leucémies par exemple. Le don de sang est très important, nous confie Amine, donneur régulier que nous avons rencontré. On a tendance à parler des dons, beaucoup plus matériel qu'autre chose, mais on oublie le don de soi. Le don de soi qui est tout aussi important que le don matériel, si ce n'est pas plus. وانا من هذا المنبر j'encourage toute Algérie en bonne santé à penser à visiter les hôpitaux de temps en temps et à donner de son sang. Juste à côté, nous avons rencontré cette jeune fille qui vient de Dra' al-Mizan, atteinte d'une pathologie nécessitant des apports réguliers en sang. Elle est contrainte de se déplacer fréquemment, faute de quantité. Vous êtes ici au niveau de l'unité de transfusion sanguine. Ici, il y a les transfusions. Il y a des malades, c'est les anémies hémolytiques chroniques, transfusés chaque mois. Généralement, c'est des transfusions chaque mois, comme notre cher malade. Et donc, le don de sang est important, surtout le don volontaire. Pour la transfusion, elle vient chaque mois pour être transfusée en sang, en culoglobulaire. Voilà. C'est pas du tout suffisant parce qu'au lieu de recevoir 2 culoglobulaires chaque mois, elle vient des fois chaque semaine parce qu'on n'arrive pas à la transfuser avec 2 culoglobulaires. Peut-être qu'elle a besoin de 3 culoglobulaires parce que si on calcule les besoins de la malade et ce qu'on met comme transfusion, c'est pas du tout suffisant. Je viens pour me transfuser. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Depuis que j'avais 1 an. Et quel est ton message pour les gens? نقول لكم لازم تجوا تمدوا الدم بلا ما نقولوا لكم بلا ما نحوسوا شكون يجي يمد لنا الدم
باش نقدروا نديروا chaque mois les besoins les الدم اللي نسحقوه. C'est important. Oui, c'est très important. Oui. C'est oui. important. De grandir et vivre bien. Donc, tu as besoin de plus de sang. Oui. Donc, un dernier message. نقول لكم أرواحهم دون الدم. Sans dons volontaires, leur mission devient impossible car il ne s'agit pas d'un simple geste, mais d'un véritable acte de solidarité. Oui. Je vois réagir professeur Nekal et on espère aussi que cette salle d'attente soit pleine. Oui. Oui. Vous venez de voir cet enfant. Il y en a à peu près 400 comme elle qui sont suivis. Et oui, régulièrement, ce type de maladie, il y en a d'autres. Hein. Oui. Là, je suis un peu... Parce que c'est difficile de les voir comme ça venir de loin, souvent. On fait une étude il n'y a pas très longtemps et on a vu que presque les 3/4 font plus de 120 km pour être transfusés, pour recevoir ce sang, parce qu'il n'y a pas d'autre traitement pour ce type de maladie. Il y en a d'autres. Hein. Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait tout simplement une tradition. Elle a existé, madame. Oui. Et M. Kerry ici aussi, notre jeune collègue peut-être n'a pas vu ça, mais il y avait une espèce de tradition où les gens le faisaient de manière machinale, presque instinctive. On ne devrait pas avoir besoin de demander aux personnes qui peuvent le faire de se présenter, pas uniquement au centre de transfusion sanguine, de faire des dons partout où on est, peu importe l'endroit de l'Algérie. Il y a toujours un endroit où on peut faire don de ce liquide inestimable, je ne sais pas comment on va l'estimer, il est inestimable. Donc, à chaque fois qu'on pourra le faire, on n'a pas attendu le 14 juin, madame, vous le savez très bien, et tout le monde, pour faire de la promotion, pour que les gens se présentent. C'est à nous, c'est nous qui sommes défaillants, ça c'est sûr. Je parle des professionnels qui sont prêts au niveau des centres de transfusion sanguine et des professionnels du sang. Il faut faire beaucoup plus d'efforts, il faut intéresser les gens. Il faut modifier notre façon de faire. C'est l'ère de la communication. Et justement, on va encore en parler durant toute cette émission. On est là justement pour sensibiliser, pour qu'il y ait encore plus de donneurs. Alors, docteur Kerry, nous avons fait des progrès notables en matière de dons de sang. Nous avons même dépassé le seuil de l'OMS et sommes qualifiés de meilleurs pays africains en matière de dons de sang. Alors, quels sont les chiffres actuels du don de sang dans notre pays et quel profil domine le plus? Est-ce que c'est des donneurs bénévoles ou des donneurs de compensation? Merci encore une fois pour cette invitation et pour cet espace dédié à la sensibilisation sur l'importance de ce liquide vital, comme disait le professeur Nekal, ce médicament salvateur et qui va sauver à coup sûr, voire améliorer la vie de beaucoup de personnes qui en ont besoin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous célébrons cette journée mondiale du don de sang placée sous le parrainage de Monsieur le ministre de la Santé. Et dans le slogan qui a été retenu par l'Organisation mondiale de la santé pour cette 21e édition, est donnez votre sang, donnez de l'espoir et ensemble, nous sauvons des vies. C'est-à-dire que ce slogan résume tout ce que vient de dire professeur Nekal, que ça se joue tous ensemble, main dans la main, pour pouvoir offrir cette poche à ceux qui en ont besoin. L'Algérie, par rapport à ce contexte mondial, l'Algérie, sur le plan africain, sur le plan arabe, sur le plan maghrébin, reste un des pays leaders, par reconnaissance de l'Organisation mondiale de la santé, et qui a vu même, il y a 2 ans de cela, abriter les festivités de cette journée mondiale. En termes de chiffres, pour l'année 2024, c'est plus de 721 000 poches qui ont été collectées et qui, d'année en année, est en augmentation. Cette année, l'évolution est de 6,62%. Par contre, si on décortique ces chiffres, nous allons constater que 56% des dons proviennent des donneurs bénévoles, c'est-à-dire qui se sont présentés d'une manière spontanée pour faire un don. Et 44% sont des donneurs de compensation, et c'est vrai que c'est un pourcentage qui reste élevé parce que nous avons connu des pourcentages en Algérie inférieurs à ce taux, et depuis le Covid, depuis la crise sanitaire de 2020, ce taux a augmenté. Il était à peu près du tiers. Oui. Il a augmenté jusqu'à 50%. Et aujourd'hui,
on est en train de descendre graduellement. Alors, on rappelle aussi aux téléspectateurs qu'est-ce qu'un donneur bénévole et un donneur de compensation. Un donneur bénévole, c'est un donneur qui se présente spontanément ou c'est nous, tant que structure de transfusion sanguine, on se déplace chez lui dans des collectes mobiles. Un donneur de compensation, c'est un donneur qui se présente dans un CTS pour donner son sang à un proche, un membre de sa famille, à son entourage. Donc, c'est les donneurs, on les appelle, avant c'était des donneurs familiaux, aujourd'hui on les appelle les donneurs de compensation. Parce qu'on ne peut pas donner du sang automatiquement. Donc, quand il y a un malade, pour un peu équilibrer justement cette banque, pour qu'il n'y ait pas de... C'est ça. Oui. L'idéal, c'est justement d'avoir 100% de dons bénévoles qui proviennent de donneurs bénévoles. Mais parfois, par manque de sang, les services de santé font appel à la famille ou aux proches ou aux voisins du donneur du malade, pour ramener des donneurs. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 44% qui représentent le pourcentage de ce type de profil. Si on décortique encore ces chiffres, on constate que durant 2024, encore une fois, 22% des donneurs bénévoles étaient des donneurs réguliers, c'est-à-dire qui se sont présentés deux fois et plus durant l'année. Et 34% n'ont fait qu'un seul don, on appelle ça les donneurs bénévoles occasionnels, c'est-à-dire qu'ils ont fait une seule. Donc l'objectif, bien sûr, dans la globalité, c'est d'augmenter ce taux de donneurs bénévoles et de fidéliser, bien sûr, ces nouveaux donneurs à ce qu'ils deviennent des donneurs réguliers, parce que, comme disait encore une fois professeur Nekal, cette poche de sang a une durée de vie, mais le besoin est permanent, et donc il faut approvisionner d'une manière permanente les structures par le sang. Et vous travaillez bien sûr en collaboration avec des établissements, avec des associations, dont l'ACEPA aussi, qui travaille aussi avec vous. Et vous, justement, vous êtes sur le terrain. On vous appelle même les vampires de l'ACEPA, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alors, donc, quel est votre rôle, justement? Comment que ça se passe quand, par exemple, vous avez une semaine pendant, justement, le 14 juin, à l'occasion de ce 14 juin, c'est une semaine pendant laquelle vous allez faire de la collecte de sang? Exactement, mais pas que. Donc, le comité don de sang au sein de l'ACEPA, c'est un comité annuel. On essaie de travailler pendant toute l'année, d'organiser des journées de sensibilisation et de collecte de sang, bien sûr selon la disponibilité des effectifs, des membres et selon les périodes des examens et tout, mais on essaie d'être aussi actifs que possible. On organise des journées un peu partout autour de la capitale. On essaie de viser les places les plus publiques, les plus fréquentées pour toucher un maximum de personnes et sensibiliser un maximum de personnes pour donner. Durant notre sensibilisation, nous ne se focalisons pas seulement sur l'acte du don de sang et son importance et tout. C'est important pour expliquer aux gens c'est quoi cet acte et pourquoi il est important de donner son sang. Mais on essaie aussi de toucher un peu les maladies qui sont relatives au sang et qui nécessitent une transfusion sanguine, que ce soit pour le traitement ou bien pour la prise en charge. On ne rentre pas beaucoup dans les détails. Mais on essaie d'expliquer l'état de ces malades aux personnes qui peuvent donner. Expliquer peut-être aussi qu'il est aussi bon de donner. C'est aussi un bienfait pour soi. Oui, pas que pour le... Bien sûr, on touche les deux côtés. Donc le bienfait pour le receveur et bien sûr les bienfaits pour le donneur. En termes de... Surtout les donneurs réguliers. Lorsqu'on est un donneur régulier, on est en train de revoir notre état de santé avec chaque don. On est en train de réviser est-ce que tout se passe bien, c'est un bilan qui se fait automatiquement juste après, voilà, une station médicale justement. Voilà. C'est une station médicale pour faire un état des lieux sur sa santé et sur le plan biologique aussi. Très bien. Alors professeur Nekal, justement, on dit donneur régulier. On peut donner combien de fois son sang pendant l'année? Pour les garçons, c'est une fois tous les 3 mois, c'est-à-dire 4 fois. Et pour les dames, c'est tous les 4 mois. Ce chiffre reste encore une fois pas théorique, mais disons le plus adapté. C'était des données très très anciennes et c'est un rapport tout simplement avec la physiologie humaine et puis les dames avec les menstruations. Donc il y a
pas cette barrière, mais ces précautions. Mais dans la réalité des faits, on peut aller un peu plus et selon l'État, selon les besoins, on peut amener par exemple à faire un peu plus de prélèvements chez les hommes et même chez les dames. J'aimerais, si vous permettez... Oui, professeur. Non, en parlant des dons de sang, évidemment pour faire des dons, pour qu'il y ait des donneurs, savoir que c'est un acte qui est médical et donc aucun donneur ne sera prélevé s'il n'a pas été vu par un médecin et qui a jugé qu'il était apte à donner ce sang. Je suis sûr qu'on allait aborder ça, c'est pour dire qu'avec l'association, évidemment, ils agissent, mais c'est en concertation avec les personnes qui vont faire les prélèvements, c'est-à-dire les structures de transfusion sanguine, ou peut-être les camions, les unités qui arborent non seulement la capitale, mais je parle de toute l'Algérie. Tout le territoire national. Quand on parle de don de sang, on ne parle pas uniquement d'Alger, c'est plutôt simple. Enfin, simple, c'est pas ce que je veux dire. Mais bon, il y a un peu plus de moyens, il faut reconnaître. Mais dès que vous allez dans des villes de plus en plus grandes, si vous allez dans le sud, là, carrément, ça devient extrêmement problématique. Mais d'un point de vue organisationnel, et quand on parle de l'Agence nationale du sang, dont on fait partie, vous savez, je suis hématologue et je suis au CTS. C'est un petit peu particulier, donc... C'est la double casquette. Donc je me sens concerné des deux côtés. On a les malades et en même temps on a le sang. On se sent un peu privilégié parce que puisqu'on a la transfusion, donc nos malades ont tendance, on pense, à être privilégiés, ce qui n'est pas le cas. Chaque malade est un malade. Mais pour l'association, effectivement, il y a une collaboration. C'est pas les seuls. Il y a beaucoup d'associations qui viennent nous voir. Et tant mieux que des jeunes, et surtout je parle des blouses blanches, parce qu'à mon avis, c'est là où ça ne va pas beaucoup. Je le dis avec beaucoup de... Malheureusement, c'est la réalité. Il faut qu'on soit beaucoup plus impliqués. On est censé, pour ceux qui travaillent à l'hôpital ou ceux qui travaillent dans des structures faire de santé, un don automatiquement. Être beaucoup plus impliqués. Je vous donne une toute petite anecdote, je la donne à chaque fois ici, mais ça montre bien la complexité. On a fait, il y a quelques années, une petite étude. Une seule question a été posée, madame. Oui. Où se trouve le sang de transfusion sanguine? Et cette question a été posée à des personnes qui portaient la blouse blanche, comme moi. Vous savez, plus des 2/3 ne le savaient pas. Ça montre qu'on était défaillant. Ça a beaucoup changé maintenant. Donc, il y a peut-être des choses à faire. Vous imaginez, quand vous rentrez dans un hôpital, en principe, la transfusion sanguine vous tape. C'est elle qui devrait vous frapper le premier. Je suis sérieux. C'est-à-dire, vous avez les urgences et vous avez la transfusion. Ça devrait être comme ça. Mais chez Mkhabbi, je ne sais, dans un coin. Non. Et tout ça est important. Parce que dès que vous arrivez, si vous voyez la transfusion sanguine... Mais c'est toute une éducation aussi à faire et commencer peut-être avec les enfants, à l'école aussi sensibiliser, ce serait bien. J'en profite aujourd'hui avec vous pour titiller mes collègues et moi-même. Je parle de tout le monde. Tout à fait. Pour être ce que dit professeur Nekal, c'est vrai qu'il parle de l'accueil. Et ce donneur doit avoir le meilleur des accueils, qui commence déjà à l'entrée de l'hôpital et qui d'ailleurs, dans les recommandations actuelles, les nouveaux centres de sang ne sont plus construits à l'intérieur de l'hôpital parce que ce n'est pas un malade qui vient, c'est ce système de santé qui a besoin de ce donneur et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas un malade qui vient demander une prestation au niveau de l'hôpital, c'est l'hôpital qui a besoin de ces services. Et donc ces centres de sang, dans les recommandations aujourd'hui, ils sont en extramuros, en dehors des hôpitaux. Et d'ailleurs, la crise de la Covid-19 a prouvé qu'il y a eu une régression de plus de 13% de nombre de dons parce que les gens avaient tout simplement peur d'aller vers l'hôpital. Il y avait donc, et ça a aussi eu des répercussions sur le don de sang. Donc aujourd'hui, dans les recommandations, les nouveaux centres, notamment les centres de sang de Wilaya, sont en extramuros, bien sûr, et dans les recommandations, offrir le meilleur accueil à ces donneurs, mais qui sont aussi des héros qui viennent sauver des vies. Ils ne demandent qu'à sauver des vies, c'est-à-dire que c'est la moindre des choses
de leur offrir le meilleur des accueils. Au jour d'aujourd'hui, juste pour rappel, puisqu'on a parlé des chiffres, c'est plus de 261 structures qui sont répartis sur le territoire national. Territoire national. Et on va parler aussi du territoire national parce que vous avez une belle action aussi en collaboration avec la radio chaîne 1. Oui, voilà. On va y revenir justement, mais avec vous, Madame Talb Yousra de la CEPA, quelles sont les premières questions qu'on vous pose quand vous abordez les gens? Est-ce qu'on a plus peur de faire le geste, de faire ce don-là, parce qu'on a peut-être peur pour sa santé, peur de se sentir mal après? Quelles sont les premières questions qu'on vous pose? Bien sûr. Donc, lorsque on approche les gens, on essaie de leur expliquer notre activité et de leur inviter pour venir donner du sang. Parmi les premiers soucis qu'on nous pose, c'est que ça fait mal. C'est pas les complications, mais c'est plutôt la peur de l'aiguille, les appréhensions, exactement. Voilà. C'est la peur de ce qui va passer après. Oui. On a tendance à penser qu'on donne beaucoup de sang, un volume très élevé de sang, alors que c'est pas vraiment le cas. C'est un volume pas trop élevé. On a tendance parfois à entendre la phrase de c'est pas vrai. Donc, généralement, le prélèvement, c'est un volume précis de sang qui n'est pas très élevé. Il y a aussi le peur surtout après la crise Covid. Oui, exactement. On a souvent peur des infections, de l'état sanitaire. On a peur de tomber malade exactement. Voilà. Oui, on a très peur. Vous leur expliquez, vous les rassurez que c'est sécurisé. Oui, bien sûr. Donc, on les rassure. Parfois, même, il est nécessaire de leur montrer la station où les médecins qui collaborent avec nous. Comment est-ce qu'ils travaillent, que tout est sanitaire, tout est bien maîtrisé, qu'il n'y a pas de risque. Voilà. Alors, vous avez plus de réponses positives ou comment que ça se passe? Surtout, c'est des jeunes, en principe, que vous voyez, vous êtes en général, vous êtes aussi au niveau des universités, j'imagine. Oui, on essaie de travailler au niveau des universités ainsi qu'au niveau des places publiques. Généralement, c'est des jeunes à des jeunes adultes. Voilà. Oui. Donc, après, qu'on leur explique le processus, comment ça se passe, et on leur rassure que tout est sanitaire, tout est bien maîtrisé, on reçoit pas mal de réponses positives et on reçoit pas mal de donneurs qui parfois c'est leur première fois de donner parce qu'ils ont toujours peur de se présenter à l'hôpital, de se présenter au niveau des centres de transfusion sanguine pour donner leur sang. Ils ont toujours cette idée, ils veulent donner, mais ils ont toujours peur. Donc nous, on a un rôle de casser cette barrière, d'être plus proche vers eux et de leur expliquer le processus de proche. Très bien. Pour leur faciliter le passage à l'action. Voilà. Très bien. Alors justement, Dr Kerry, on a parlé justement de la radio, de votre partenariat avec la radio Chaîne 3, donc c'est un très bel exemple. Chaîne 1. À la chaîne 1. Nos collègues de la Chaîne 3, oui, parce qu'on parle beaucoup avec la Chaîne 3, mais c'est avec la Chaîne 3 aussi. Même avec la Chaîne 3, vous avez aussi... justement, comment c'est faite cette émission? Parce que c'est une émission, c'est la deuxième saison de cette émission où vous parcourez le territoire national pour des dons. Tout à fait. L'émission s'appelle Bank El Hayat. Cette année, nous sommes à la deuxième saison qui tire à sa fin ce mois de juin. Et c'était justement dans cette idée, comme disait professeur Nekal encore une fois, nous avons un pays tellement grand, par la superficie, mais aussi par le cœur. Donc, qu'il fallait aussi mettre en avant pas les structures ou les acteurs de la transfusion sanguine au niveau des grandes villes, mais au niveau aussi des petites villes qui font aussi un travail formidable par la transfusion et par tous ces donneurs. Et donc l'idée est venue de là, d'aller sillonner un peu c'est une émission mensuelle. Chaque mois, nous partons dans une, on va dire, entre guillemets, une petite wilaya, et on organise toute une journée avec une médiatisation au niveau de la radio locale, mais au niveau de la radio nationale, avec une campagne de collecte, des plateaux pour mettre en avant les acteurs locaux, mouvements associatifs, le personnel de la transfusion, la direction de la santé. Et le soir, c'est couronné aussi par une cérémonie en hommage à ces donneurs, par les artistes locaux aussi, pour mettre en avant aussi les artistes locaux. Et ça nous permet un peu de voyager dans notre merveilleux pays, de ville en ville. Et le mois de juin, c'est justement, ça sera la dernière émission de la cette saison. Et nous espérons qu'il y aura une troisième saison. Je vous le souhaite en tout cas, c'est une belle initiative. Est-ce que vous avez ressenti quelle est la réaction en général? Pour être franc, dans la première saison,
on parlait d'une dizaine de poches collectées, ce qui nous permettait de sauver une dizaine de vies, etc. Durant la deuxième saison, on parle de centaines de poches collectées, donc c'est des centaines de vies qui sont sauvées. Nous sommes sur une élan... vivement la troisième, mais peut-être pour parler de milliers. Voilà. Bon, on vous souhaite en tout cas, et justement une poche de sang peut sauver combien de vies Enfin un don, on va dire un don, pas une poche de sang, parce que c'est différent. Donc un don peut sauver combien de vies, professeur Nekal? Oui, j'aime bien le mot sauver, c'est vraiment le cas. Et ça, le poids du mot, c'est vraiment sauver. Je disais tout à l'heure qu'il y a ce qu'on appelle un fractionnement. Oui. C'est comme ça que ça doit se faire. Ceci suppose que la structure qui prélève ce sang ait les moyens de le faire. Et c'est notre rôle, je parle des décideurs, et par exemple de l'Agence nationale du sang, qu'à chaque fois qu'il y a un prélèvement, il y ait les possibilités de fractionner ce sang. Alors, ce qu'on fait avec une poche de sang, on le fractionne en 3 ou 4. Les principales, c'est les 3, c'est le culoglobulaire qui contient que des globules rouges. Oui. Le deuxième, c'est les plaquettes qui sont d'une importance vitale. Si j'avais le temps de parler des plaquettes, je prendrais, je ne sais pas, 10 ans. Et je ne sais pas si ça va suffire. Et là, je parle des plaquettes prélevées à partir d'une poche de sang. Il y a d'autres plaquettes qui sont prélevées, vous les avez vues. On y arrive dans le reportage. La cytaphérèse, on va en parler. Exactement, la cytaphérèse, qui est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Troisième, c'est le plasma frais congelé. Ce plasma est, je ne vais pas dire de moins en moins utilisé en termes d'indication, mais puisque maintenant, chaque substance dont a besoin un malade est disponible. Or, avant de donner ce plasma, quand on ne savait pas, donc il contient un magma d'éléments, les éléments de la coagulation, l'albumine, enfin, des tas de choses. Mais ce plasma est nécessaire, par exemple, pour lutter dans certaines maladies, comme la CIVD, ce genre de choses, parfois quand il y a une atteinte hépatique. Donc, avec une poche de sang, on peut traiter 3 malades, et on peut même traiter 4 malades si on fait ce qu'on appelait avant, ce qu'on appelait le cryoprécipité, qui était pour traiter des hémophiles, hémophilie A. C'est pour vous dire que si vous avez un donneur, vous avez 3 malades qui vont bénéficier minimum. Je dis bien minimum. Si vous avez 100, ça fait 300. Et donc, ce qu'on voit, pour nous, c'est que cette poche soit utilisée à son maximum. Mais cela suppose, évidemment, je ne vais pas se voiler la face, mais cela suppose une organisation, et je ne parle pas que d'Alger, madame. Oui. Et je ne parle pas que de Mustapha ou des structures où, quand vous allez les voir, vous allez dire oui. Donc, il faut qu'il y ait une espèce d'équité dans les possibilités d'offrir ce produit sanguin labile. C'est comme ça qu'on les appelle, les PSL, à chaque malade qui en a besoin. Donc, chaque structure devrait avoir une idée, selon ses activités, des besoins. C'est ça qui est important. Si j'ai pas vous savez, quand il y a eu, je m'excuse, je parle un peu, mais quand il y a eu, je sais pas moi, le Fayadanat, quand il y a eu les inondations ou un séisme, vous allez voir 10 000 personnes au niveau des CTS pour donner ça, parce que c'est naturel. Mais ce n'est pas de ça dont on a besoin. Ça devrait être le cas tous les jours. On a besoin de 100 tous les jours. Et pas de 10 000 en une fois, ça ne sert strictement à rien. Et pour avoir les 100 tous les jours, ou 200, ou même 300, je ne sais pas, en fonction des structures, ça c'est le rôle des médecins et des utilisateurs, dont je fais partie, de gérer. C'est au jour le jour. C'est une activité, même j'allais dire, de minute en minute. Tout à l'heure, M. Kerry a dit quelque chose de très important. Au CTS, madame, ce n'est pas les personnes qui viennent qui ont besoin des CTS, c'est le contraire. Et ça change tout. Oui. Ce n'est pas la même chose. Donc, les rapports s'inversent. Vous comprenez, et donc, il faut faire ce qu'il faut pour les attirer. Justement, docteur Kerry, qu'est-ce qu'il faut faire pour sensibiliser aujourd'hui, pour que ça soit automatique, pour qu'on ait cette culture automatiquement? Est-ce qu'il faut commencer peut-être par les enfants dans les écoles et sensibiliser et leur parler de cette importance-là? Parce que souvent, c'est les enfants qui peuvent influencer leurs parents. Bien sûr, c'est des ambassadeurs. Oui, donc déjà, ça commence dès l'enfance avec le ministère de l'Éducation. Nous avons un partenariat où aujourd'hui, des cours sur le don de sang sont introduits dans les 3 paliers du système scolaire. Aussi, pas que par la voie académique, mais aussi par la voie artistique. Oui. Donc nous avons régulièrement des ateliers de dessin, de pièces théâtrales, etc., qui sont organisés en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale
pour justement inculquer cette culture dès le jeune âge chez les enfants et qui, il y a eu une très belle pièce théâtrale qui a été faite à l'occasion de la Journée mondiale de 2023 où, avec le panel d'ambassadeurs et de représentants internationaux qui étaient là et ça leur a plu la pièce de théâtre qui a été réalisée par des enfants. Mais aussi pas que les enfants, c'est-à-dire les enfants sont une partie. Vous savez aussi le rôle, nous sommes une société musulmane et donc le volet religieux aussi a son rôle à jouer et notamment justement avec le ministère des Affaires religieuses et aujourd'hui avec aussi Jama al-Jazair nous permettent de collaborer pour organiser des collectes au sein de la mosquée mais aussi de faire des prêches et relatives à l'importance du don de sang du côté religieux. Et bien sûr, sans parler du mouvement associatif, mais tous les entreprises publiques et privées, notamment tous nos partenaires qui sont dans toutes les wilayas. Justement, ce mois de juin, on va voir le lancement de la deuxième campagne avec la DGSN, donc les éléments de la police, et qui nous permettent d'avoir plus de 15 000 poches par an pour les hôpitaux. Donc inculquer cette culture donc aussi au sein des entreprises. Et si je peux dire une fois que ces institutions sont piquées, donc si je peux me permettre, donc ça devient une habitude et ça devient ensuite qui demandent une tradition et qui demandent à organiser des collectes. Alors quelle est la période où il y a une demande justement accrue de sang? Oui, pour répondre, comme disait monsieur professeur Nekal, c'est toute l'année. Hein. Le besoin, il est journalier. Il y a constamment, mais c'est vrai qu'il y a des pics. Parfois, surtout durant la saison estivale, où la demande s'accentue et où la fréquentation des donneurs baisse. Qui s'explique par la période... C'est la période des vacances aussi, où on se déplace beaucoup. Il y a des augmentations des accidents de la voie publique, il y a aussi des services tels que la gynéco-obstétrique. Le besoin, donc il y a des pics de naissance qui sont enregistrés durant la période estivale. Et c'est que les gens sont en période donc les universités sont fermées, les conditions climatiques aussi avec les pics des chaleurs ne favorisent pas le déplacement des gens ou du moins aller faire un dedans. Et donc là, c'est une équation assez complexe. Et là, le rôle de tous ces partenaires est en premier lieu les médias pour justement sensibiliser davantage et faire passer le message. Et la période du mois sacré de Ramadan? Le mois sacré de Ramadan, oui. C'est vrai que c'était une période parce que c'est vrai que pour faire un don, on a tendance à penser qu'il faut être à jeun, comme pour faire un bilan, des analyses, alors que c'est tout à fait l'inverse. Pour faire un don, au contraire, il faut pas être à jeun, mais il faut manger un repas léger. On va revenir sur les critères. Sur les critères. Donc, durant la journée, les gens sont à jeun, donc ils ne peuvent pas donner. Donc, on a inversé le rythme de travail. Donc, les structures travaillent plus le soir et sortent dans les mosquées où, avec le ministère des Affaires religieuses, nous ouvre la porte des mosquées pour accueillir les équipes des structures de transfusion sanguine. Et donc, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une moyenne de plus de 40 000 poches qui sont collectées durant le mois sacré de Ramadan. Donc pendant le mois sacré, vous avez trouvé une solution. Pendant la saison estivale, est-ce qu'il y a une solution qui est mise en place? Oui, il y a une solution, notamment avec le mouvement associatif et à leur tête la Fédération algérienne des donneurs de sang. Oui. Nous avons fait une expérience au niveau des wilayas du littoral, au niveau des endroits où il y a un afflux important d'Algériens. Oui. Et donc ça nous permet, avec un effort aussi de la part des structures pour commencer l'activité à partir de 16h, après les fortes chaleurs, et de finir parfois jusqu'à minuit. Et ça nous a permis de combler un petit peu justement la demande. Alors justement, pour faire un don, il faut des critères. Et quels sont les critères du donneur, professeur Nekal? Les critères sont l'âge, évidemment, on vient d'en parler. Principe, c'est entre 18 jusqu'à 65 ans. Et jusqu'à 60 ans, c'était les anciens chiffres. Oui. Il y a quelques années, on disait que c'était un sujet âgé. Quand il avait 60 ans, c'est terrible. Hein. Maintenant, c'est monté jusqu'à 75 ans. Ça veut dire qu'on a gagné 15 ans en moins de 20 ans en termes même d'utilisation du terme.
Donc on peut aller jusqu'à 65 ans. Chez les dames, c'est un peu moins, jusqu'à 55 ans. On peut aller même jusqu'à 60 ans dans certains cas. L'idéal, c'est quand la personne se présente pour un don, il y a une discussion. Quand c'est un premier don à un âge avancé, on essaie d'éviter. Imaginez un premier don à 60 ans. C'est délicat. Bon, non, mais le corps n'est pas habitué. Beaucoup plus que ça. Si une personne de 60 ans se présente dans un CTS parce qu'il est obligé de donner du sang, c'est de ça dont il s'agit. Oui. Voyez-vous, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a une défaillance quelque part. Si on parle de réglementation et de science et de la transfusion sanguine, oui. En théorie, oui. Mais ça veut dire qu'il y a un souci auparavant. Pourquoi une personne de 60 ans serait obligée de venir faire un don, souvent pour une personne, c'est-à-dire pas contrepartie, comment on utilise le terme? Compensation. Oui, voilà. On édulcore un petit peu le mot. Oui. C'est véritablement pour une autre personne. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, pas du tout. Hein. Même une personne qui vient donner pour une autre personne, c'est un don. Pour moi, ça reste un don. Mais quand on est obligé de le faire, ça perd un peu de ce qu'on souhaite. Ce n'est plus du bénévolat. Il est volontaire, il est bénévole, il est gratuit. Et ces termes sont très très importants. Il faut que ça reste comme ça. Sinon, on va rentrer dans des considérations qui peuvent dévier et être même dangereux pour le receveur et même pour le donneur. Oui. Donc, je vous disais ça, l'âge le premier. Ensuite, il y a tout simplement l'interrogatoire. L'interrogatoire recherchera des maladies, évidemment, si la personne est suivie. Ensuite, des prises médicamenteuses, évidemment, il y a des contre-indications provisoires. Personne qui a une pathologie pendant qu'elle veut donner son sang, une grippe, une angine, enfin, une pathologie, ou d'autres qui sont définitives quand on a une maladie chronique, quand on a une maladie grave. Vous imaginez bien qu'il ne faut pas les prélever. L'idéal, c'est de préserver le receveur, évidemment, mais c'est de préserver le donneur. La personne qui veut donner du sang, c'est un don volontaire. Il ne s'agit pas de mettre sa vie en danger. C'est très important. Oui. Et donc, il y a la tension artérielle qui va être prise sur place. On regardera. Vous savez, des fois, rien qu'à discuter avec un donneur, lorsque les médecins du don ont l'habitude. L'entretien, il dure plus longtemps que le don lui-même. L'entretien, on ne peut pas dire qu'il dure plus longtemps, mais vous savez, quand vous êtes dans une campagne de don, effectivement, ça peut être un peu plus court. Mais les médecins ont un petit peu le flair. Oui, quand une personne vient, on se sent un petit peu apeuré. Parce que, vous comprenez, il y a des personnes qui vous disent on a très peur sans vous le dire. Ils ont honte, il y a des personnes autour d'eux. Par leur comportement. Vous avez dû connaître ça, hein, ces personnes, et on les détecte très vite. Il faut avoir un petit peu de diplomatie. Non, et comme ça, vous le mettez à l'aise, il viendra une autre fois seul, ou elle viendra une autre fois seule, et elle fera un don. Il faut que ça se fasse de manière naturelle, sans qu'il y ait de pression. Je dis bien sans qu'il y ait de pression. Et dans des modèles, il y a un questionnaire. Un questionnaire, tout simplement, et on coche, évidemment. Parfois, on est amené à faire des diagnostics chez certains donneurs. Hein, justement, parce que... En regardant, on dit, tiens, peut-être la personne est pâle. Il y a des personnes qui viennent faire des prélèvements dans un don de sang, connaître leur état. Et tant mieux. Voilà, donc il y a une espèce d'échange. Justement, pour la sécurité, il y a déjà aussi un bilan qui est effectué sur chaque don de sang qui est fait, n'est-ce pas, docteur Ferry? C'est une obligation réglementaire au-delà de l'obligation scientifique. C'est une obligation aujourd'hui réglementaire en Algérie pour la recherche du virus du VIH, pour l'hépatite B, l'hépatite C et aussi la syphilis. Oui. Et c'est aussi un moyen de dépistage. Parfois, il y a des personnes qui sont porteurs et qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne montrent aucun signe clinique, qu'ils ne le savaient pas. Et c'est à l'occasion d'un don de sang, ils ont été dépistés positifs ou douteux. À ce moment-là, le centre va les rappeler une deuxième fois pour confirmer les résultats. En cas même de doute, etc., ils peuvent être acheminés à un laboratoire de référence pour un troisième contrôle. Et malheureusement, si ça s'avère que c'est positif, ce donneur qui change de statut, il devient un malade, il est orienté rapidement vers un service spécialisé pour sa prise en charge.
Est-ce que tous les donneurs peuvent avoir le résultat de leur analyse, Tout à fait. qu'il soit positif ou négatif? Oui, bien sûr, bien sûr. Ils peuvent avoir les résultats de leur analyse, ils peuvent avoir aussi leur carte de groupage aussi, connaître leur groupe sanguin. Très bien. Alors, la citaphérèse. Citaphérèse, voilà, justement. Le fait de faire le don de plaquettes uniquement, c'est possible en Algérie? Ah oui, c'est possible. C'est possible même depuis 1998. Très bien. Et même un petit peu avant. Je parle de la citaphérèse. Le mot citaphérèse, c'est-à-dire prélever. Cita, c'est cellules à partir d'une machine qui va retirer les cellules dont on a besoin et réinjecter le reste. Donc, on va optimiser, si vous voulez, un prélèvement. Un donneur de plaquettes par citaphérèse équivaut à peu près entre 7 et 10 donneurs par un don de sang classique. Donc c'est beaucoup plus optimal et efficace, surtout pour des malades qui ont besoin de plaquettes. C'est même extrêmement important dans certaines maladies, notamment les cancers du sang, en oncologie. Ce sont des machines, il en existe un peu partout maintenant dans les CTS. C'est une activité banale. Vous pensez que c'est quelque chose de... C'est banal. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps et qu'il nous faut des donneurs qui soient volontaires. Est-ce que les critères sont différents d'un donneur de sang? Oui. Les critères sont complètement différents. Première des choses, lorsqu'on va faire un don de sang classique, vous faites un don et les examens se feront a posteriori, après. Pour le don par aphérèse et par citaphérèse, c'est le contraire. Il faut le faire avant, pour des raisons un peu logiques. Un kit de citaphérèse coûte extrêmement cher. Et si on fait un prélèvement à une personne et qu'ensuite on doit jeter le kit, c'est pas extraordinaire. Évidemment, la personne qui va donner des plaquettes, il faut qu'elle ait elle-même des plaquettes. Donc il y a un bilan qui est fait avant, il y a un examen clinique pour voir, parce qu'il y a certaines exigences pour l'état cardiaque, pour l'état qui prend des médicaments. Ce geste est vital dans certaines structures où il y a des services d'hématologie et il y a des services d'oncologie et de pédiatrie qui fait des maladies graves, si vous voulez. Et donc, ça change la donne, madame. Les plaquettes restent pour moi le plus gros des défis de notre pays, à l'échelle nationale. On a à peu près 80 000 dons, à peu près, c'est ça, sur la wilaya d'Alger. Par an? Donc, oui, on parle par an. Donc, on peut imaginer sur les 80 000 dons, si on fait la séparation, on devrait disposer, allez, disons, les 2/3 de 60 000 unités de plaquettes, ou un peu moins, ce qui serait, en principe, assez. Ça devrait suffire pour traiter nos malades. Ce n'est malheureusement pas le cas. Parce que on ne fait pas cette préparation de plaquettes partout. On essaye d'intéresser toutes les structures. Ce n'est pas quelque chose d'évident, parce que quand une structure n'a pas besoin de plaquettes, pourquoi elle ferait des plaquettes? Mais nous, on en a besoin. Donc on essaie de travailler. C'est un des défis, quelque chose qui nous attend dans les mois à venir, il ne faut pas dire des années à venir, mais les mois à venir. Je fais partie de la Journée du sang. Hein. Je ne parle pas à M. Carrier, que je connais depuis tellement d'années, et lui aussi. Mais comme quand on est des deux côtés, la vision est un peu différente, voyez-vous. Et justement, on parle aussi, pour tous les donneurs, ont droit à une carte de donneur. Alors, est-ce que c'est possible? Quels sont les critères pour avoir cette carte? Oui. Et quels sont les avantages de cette carte? Le premier don ou les premiers dons, ils ont une carte de groupage. Hein, donc, mais avec les techniques utilisées, la double détermination, etc. Après un deuxième don, c'est une autre carte de groupage, mais non, théoriquement, après un troisième don, c'est une carte de donneur qui est délivrée à ce donneur, avec parfois même, au-delà de ce groupage, il y a aussi un phénotypage qui est déterminé. C'est d'autres critères qui déterminent le groupage, le résus et les autres systèmes qui se trouvent sur le globule rouge. D'accord. Voilà. Et qui sont très indiqués pour les polytransfusés, pour les malades qui ont besoin de sang d'une manière régulière. On ne verra pas que le groupage et le résus, mais aussi d'autres systèmes de compatibilité. Est-ce qu'un donneur avec une carte peut avoir des avantages? Oui.
Théoriquement, oui, mais Oui. théoriquement aussi, dans l'éthique du don de sang, le don de sang est sans profit. Il n'y a Oui. pas de profitabilité derrière. Pour la sécurité, justement. Pour la sécurité du don. Mais justement, théoriquement, le donneur de sang, je vous disais, c'est un héros et devrait avoir un traitement de faveur autre qu'une personne lambda. Notamment, il y a certains CTS qui offrent, je parle par exemple celui de Tizi Ouzou, qui offre un bilan à la demande du donneur. C'est des trucs dans la symbolique, pas dans le, mais qui offrent certains services de l'hôpital pour les donneurs de sang. Très bien. Merci, docteur Kéry Sofiane. Vous êtes directeur communication à l'Agence nationale de sang, ANS. Merci pour votre participation. Merci à vous aussi, professeur Nekal Salim. Vous êtes chef de service hématologie et banque de sang au CHU de Pnimsous. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Et merci à vous aussi, madame Taleb Youssala. Vous êtes coordinatrice du don de sang à l'association LACEPA. Merci pour votre participation Merci aussi. à vous, merci pour l'invitation. Merci aussi à vous de nous avoir suivis jusque-là. Je vous souhaite une bonne soirée avec le reste des programmes de la chaîne. Et si vous pouvez, faites un don. N'hésitez pas parce que ça peut sauver des vies. Et un jour, vous en aurez peut-être besoin.